Bonsoir à tous. Vous vous souvenez sûrement d'un propos de celui qui était alors PDG du groupe TF1, Patrick Lelay, avait affirmé en 2004 une vérité médiatique assez désagréable à entendre, mais dont il est encore utile de prendre conscience. Je le cite, ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible. Temps de cerveau humain disponible, une expression pour qualifier autrement la notion de l'attention qui est au cœur de notre débat de ce soir. Et Patrick Lelay de poursuivre son propos, c'est pas souvent cité, je me permets de le faire. Rien n'est plus difficile que d'obtenir cette disponibilité. C'est là que se trouve le changement permanent. Il faut chercher en permanence les programmes qui marchent, suivre les modes, surfer sur les tendances dans un contexte où l'information s'accélère, se multiplie et se banalise. Fin de citation. Alors il faudrait faire une étude précise de son propos, car se trouve ici résumée en quelques mots la question qui nous occupe ce soir, même si nous tenterons de ne pas réduire cette économie de l'attention à quelque chose d'uniquement négatif, d'intéressé, de soumis aux logiques impitoyables du marché. L'attention, c'est en effet également une formidable capacité de mobilisation de nos facultés que les nouveaux moyens de communication peuvent stimuler pour produire et recevoir une information qui nous permet d'agir en citoyens conscients et responsables. Alors, pour reformuler le sujet qui nous occupe ce soir, l'économie de l'attention s'est-elle instaurée au détriment de la qualité de l'information? On pourrait dire ceci: de quelle manière l'information elle est impactée par cette structuration médiatique propre à l'ère des réseaux sociaux qui quête l'attention, notre attention, pour le meilleur comme pour le pire, notre attention comme un bien précieux. Alors, on va analyser les contours de ce sujet. Ce soir, je vous propose 3 temps dans ce débat. Tout d'abord, on verra comment le marché de l'information, en particulier à l'ère du numérique, est structuré autour de cette notion de l'attention. Sans poser de jugement moral, on va essayer d'en comprendre les mécanismes. Dans un second temps, on va tenter de mesurer les limites de l'économie de l'attention appliquée à une information non seulement produite, mais également reçue. Et puis, enfin, nous nous interrogerons sur nos responsabilités collectives, individuelles, dans notre production et dans notre usage des médias, afin d'instaurer ce qu'on pourrait appeler à la suite d'Yves Citon, une écologie de l'attention. Alors, je vais présenter en quelques mots chacun des intervenants de ce soir, et je vais commencer par vous, puisque je viens de vous citer. Yves Citon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de littérature et médias à l'Université Paris 8 et co-directeur de la revue Multitude. Je le précise, le dernier numéro de Multitude est consacré au post-capitalisme. Parmi vos ouvrages, je peux citer 3 titres: Médiarchie, publié au Seuil en 2017, et puis 2 livres publiés en 2014. Pour une écologie de l'attention, c'est au Seuil, et l'économie de l'attention, nouvel horizon du capitalisme, c'est une question. Ce titre de ce livre est publié aux éditions La Découverte. Alors votre expertise, notamment ce soir, va être utile pour définir ce qu'on entend notamment par économie de l'attention. Éric Fotorino, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes écrivain et journaliste, vous êtes cofondateur et directeur de la publication de l'hebdomadaire Le 1, mais aussi du magazine America. Vous avez fait l'essentiel de votre carrière au journal Le Monde, que vous avez dirigé de 2007 à 2011. Vous évoquez d'ailleurs cette expérience passionnante dans un livre qui est publié chez Gallimard dans la collection Folio, Mon Tour du Monde. Et je voudrais aussi signaler un livre collectif que vous avez dirigé aux éditions Philippe Ray, qui fait partie des indispensables, des indispensables ou des indispensables du 1, je ne sais pas comment on dit. C'est une collection et ce titre, c'est « Les médias sont-ils dangereux? Comprendre les mécanismes de l'information ». Et puis, une dernière chose, Éric Fotorino, la une du 1 demain, c'est quoi? La une du 1, c'est la dictée. Est-ce le retour d'un diktat? Très bien, en tout cas, on sera heureux de lire ce nouveau numéro. Et puis, bien sûr, votre expérience dans les médias traditionnels, et puis y compris dans ce média papier innovant qu'est le 1, va être utile dans notre débat de ce soir. Julien Goetz, bonsoir. Alors sur votre profil LinkedIn, on peut lire, je cite, que vous êtes passionné par le racontage d'histoires, quels qu'en soient les supports. Vous avez réalisé plusieurs documentaires, La contre-histoire des internets avec Jean-Marc Manac, Jeux d'influence avec Luc Hermann, ou encore la série Data Gueule, diffusée par France Télévisions sur YouTube. Et c'est avec l'équipe de Data Gueule, c'est-à-dire avec Sylvain Lapoix et Henri Poulain, que vous venez de signer un nouveau documentaire intitulé Démocratie. Alors il faudrait un peu préciser, parce que le S est entre parenthèses, et puis il y a une question. Et donc, c'est un documentaire disponible sur YouTube. Bien sûr, vos connaissances dans le domaine d'Internet et votre pratique du data-journalisme, tout comme votre connaissance des médias plus traditionnels, vont être utiles dans le débat de ce soir. Gemma Serrano, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes théologienne, directrice du département humanisme numérique et professeure de théologie à la faculté de Notre-Dame au Collège des Bernardins, ici. Je signale que vous avez été responsable pendant 4 ans du séminaire « Comment les médias contribuent-ils au bien commun dans la cité ?» Et vous avez aussi
aussi animé un autre séminaire sur le journalisme à l'heure des algorithmes. Et donc votre expertise de théologienne va être aussi utile ce soir parce que le Collège des Bernardins et chacun de nous tient à cette question, ce domaine de la pluridisciplinarité. Ça nous permettra d'éclairer ce sujet. Et je remercie bien sûr les étudiantes de Notre-Dame du Grand Champ de Versailles qui sont présents, qui ont préparé activement la réflexion qui va nous occuper ce soir. Alors vous connaissez le principe de ces mardis des Bernardins. On va tenter donc avec chacun des intervenants d'éclairer le débat pendant une cinquantaine de minutes et suite à ce débat, on proposera un échange avec chacun d'entre vous. Alors on va commencer comme prévu cet échange en faisant le panorama du monde médiatique dans lequel nous vivons aujourd'hui, dans lequel nous interagissons et on va essayer de voir comment dans cette ère médiatique qui est la nôtre, la notion de l'attention, de notre attention est sollicitée. Alors on peut peut-être d'abord faire un point d'histoire avec vous, Yves Citon, au sujet de l'économie de l'attention parce que ce n'est pas une notion nouvelle, elle date je crois du début du XXe siècle et elle est liée en tout cas au contexte de la surproduction industrielle. Alors, on peut faire toute une série de chronologies ou de temporalités pour penser l'économie de l'attention ou l'attention générale. On pourrait se dire, qu'est-ce que c'est que la rhétorique des Aristote et de le monde grec? Eh bien, c'est justement des stratégies, des tactiques, des trucs, des façons de mobiliser, d'attirer l'attention. On pourrait restreindre un petit peu la chose en disant que en 1833, le New York Sun, un journal, a l'idée bizarre de vendre le journal à moitié du prix de production. Et donc, mettons que ça coûte $1, ils le vendent à 50 cents, avec l'idée justement de vendre du temps de cerveau disponible, à savoir que les 50 cents qui manquent, on va demander à ce qu'on appellerait des publicitaires ou des annonceurs de le financer. Et donc, on pourrait dire qu'à partir de ce moment-là, on vend de l'attention, parce que les 50 cents qui sont nécessaires à produire le papier, eh ben, ils viennent de la vente de l'attention plutôt que de la vente du journal. Ensuite, on pourrait dire qu'à la fin du 19e siècle, il y a toute une série de développements avec l'industrialisation, le développement de la réclame, le développement de nouveaux médias, le développement de la psychologie expérimentale, qui fait qu'on peut comprendre beaucoup mieux et contrôler beaucoup mieux ce qui attire l'attention et qu'on en a besoin pour vendre ce qu'on produit et pour produire ce qu'on vend, à savoir l'attention du travailleur sur la chaîne de montage et l'attention du consommateur pour acheter ceci. Et puis, ouais, on pourrait dire finalement peut-être, Éric Fottorino, que le numérique n'a fait que transposer à l'information ce qui existait déjà dans le registre industriel. Oui, d'ailleurs, c'est très, très intéressant ce que rappelle Yves Citon, et on peut dire que la France a aussi suivi ce mouvement avec Raoul Girardin et son journal La Presse au milieu du 19e siècle, où effectivement, on comprend qu'on vend désormais un journal deux fois, une fois à ses lecteurs et une fois à ses annonceurs, ce qu'on appelle la réclame, ce que d'ailleurs Hubert Beuve-Méry, le fondateur du Monde, appelait la bienfaisante publicité, pour dire qu'effectivement, pour avoir un modèle économique viable pour un journal, qui est une industrie, il y a du papier, il y a des ouvriers à l'époque, etc., eh bien, il faut aussi avoir un autre relais, un autre souffle que celui qui vient des seuls lecteurs. Alors, ce qui est intéressant, et il faut avoir en tête aussi qu'aujourd'hui, si vous vouliez acheter un journal comme Le Monde sans publicité, vous ne le paieriez pas 2,80 €, vous le paieriez 22 €. Donc, vous le paieriez 10 fois plus. Donc c'est là, 28 € même. Donc, ça veut bien dire que cette économie de l'attention a eu comme sous-bassement et comme effet d'introduire massivement la réclame, donc un autre type de message qui n'est pas de l'information, même si certains discutent pour dire que la publicité, c'est aussi une forme d'information, mais en effet, ça détourne du message initial qui est l'information pure et dure. Alors, l'autre point, c'est qu'effectivement, l'arrivée du numérique, on peut dire que l'étincelle numérique, elle jaillit dans les années 2000, et en l'espace maintenant de 18 ans. Donc pour les jeunes qui ont voulu qu'on parle de ce thème ce soir, en fait, c'est avec votre naissance, a coïncidé à peu de choses près à l'arrivée de ce bouleversement technologique incroyable. Et on sait bien qu'à chaque fois qu'il y a eu une révolution dans les supports, il y a eu des révolutions à la fois dans la pédagogie, mais aussi dans la manière à la fois d'apprendre et de comprendre et de percevoir l'extérieur à travers ces nouveaux supports. Alors, ce qu'on peut dire rapidement, c'est que il y a eu aujourd'hui, on peut dire que l'univers numérique pour l'information, moi j'ai tendance à le comparer à l'univers. C'est l'univers en perpétuelle expansion. On nous dit, moi je ne suis pas scientifique, mais les scientifiques disent l'univers ne cesse
de s'agrandir. On ne sait pas s'il y a un infini ou s'il se finit quelque part. Eh bien, aujourd'hui, l'espace numérique, avec ce qu'il véhicule d'informations vraies ou fausses, on en a eu quelques exemples tout à l'heure, pose la question aussitôt de savoir qui me parle, qui émet, qui est l'émetteur, qui sont les émetteurs. Autrefois, il y avait les émetteurs, ils étaient bien repérés, et c'était les médias professionnels, bien identifiés. Aujourd'hui, tous dans cette salle, vous êtes potentiellement des médias. Et donc, à partir de là, quand ce n'est pas un qui parle à tous, mais tous qui peuvent potentiellement parler à tous, évidemment, cet univers se restructure. Mais est-ce qu'il y a une simple transposition de l'ère industrielle à l'ère numérique, où il y a, Julien Goethe, une vraie spécificité de l'ère numérique et donc du régime de l'attention dans cette ère numérique? Oui, je pense qu'il y a forcément une spécificité malgré tout qui existe parce qu'il y a le chamboulement qu'évoquait Eric Fotorino et la bascule radicale de qui émet quelles paroles et quelles paroles sont entendues et entendables. Après, il y a quand même des logiques qui restent. Et on le voyait avec ce que nous expliquait Yves Citon, il y a des logiques la logique d'attention et de captation de l'attention, et pas une logique très neuve. C'est juste qu'appliquée dans le champ de l'univers numérique, elle se transforme elle aussi. Et on capte plus forcément la même attention. Il faut questionner de quelle attention on parle, à quel moment, pour qui, à qui on s'adresse, qui cherche à capter une attention. Appliqué à l'information, il y a un truc où on a la sensation de temps en temps de cette bulle sans cesse en expansion qui ne s'arrête jamais. Moi, je sais que je peux avoir cette sensation-là quand je rentre dans un kiosque. En France, on a énormément de publications et les kiosques sont surremplis. Donc, si à un moment donné, on rentre dans un kiosque et on se dit « Tiens, j'ai envie de changer, j'ai envie d'acheter une nouvelle revue aujourd'hui, je ne sais pas quoi, et je ne sais pas dans quel domaine », on est quand même face à un problème assez considérable. Donc l'attention est devenue un bien précieux parce que de plus en plus rare, on pourrait dire ça comme ça, ou on pourrait retourner les choses différemment. Gemma Serrano. En attendant, je me disais, l'attention, je vais vraiment venir pas à Aristote en disant est-ce que la rhétorique voulait capter l'attention, est-ce que la média, avec tous ces storytelling de nouveau et toutes ces réflexions qui se fait pour pouvoir capter bien avec des mini-séries ou avec un journal qui sort, une manière de faire et qui invite à d'autres personnes à écrire, que seulement des journalistes. Je me disais que l'attention, au moins l'attention est spirituelle, elle est essentiellement relationnelle, mais elle est relationnelle, éthique, sociale et politique. Et que cette attention qui commence spirituellement est celle du souci des autres. Donc, je me dis que dans l'information, peu importe que chacun d'entre nous soit un média, quand il va produire une nouvelle, il y a une question à se poser de quelle attention il est porteur. C'est-à-dire comment il se soucie et de la cité, ou de ceux à qui il s'adresse, ou de celui qui est son ami qui va adresser quelque chose. Mais est-ce que les médias se soucient véritablement de leur destinataire ou est-ce que c'est le marché qui est derrière? Ou c'est les deux, peut-être? Je pense qu'il vaut mieux quand même qu'ils se soucient de leur destinataire, puisque sinon ils risquent de ne pas trouver de destinataire et donc de disparaître. Après, évidemment, comme les médias sont des entreprises. Et une entreprise, pour exister, eh bien, elle doit faire des marges bénéficiaires, pouvoir réinvestir, etc. Donc, évidemment, son public, elle doit le connaître, elle doit l'avoir même anticipé, avoir anticipé à qui elle va pouvoir s'adresser dans un nombre suffisamment important. Et elle doit aujourd'hui savoir par quels canaux elle va pouvoir les toucher. C'est-à-dire qu'on voit bien que ce qu'on appelle le multimédia aujourd'hui, ça veut dire qu'un seul média, finalement, se décompose, s'articule en plusieurs types de moments, puisqu'il y a la question du temps, à quel moment on va lire du papier, à quel moment on va être sur une tablette, à quel moment on va être sur un écran plus grand. Donc je pense que les Anglais ont une expression pour ça. Je me souviens d'un entretien que j'avais eu avec un rédacteur en chef du Guardian, et j'avais visité sa salle de rédaction qui ressemblait à une salle de marché, en fait. Et on voyait les journalistes derrière leurs écrans, on voyait des informations passer un peu partout, et je avais demandé quels étaient leurs arbitrages entre l'attention liée au papier et puis celle au numérique sous ses différentes formes.
Et il avait répondu tout simplement « The story is the boss ». Ça veut dire que c'était l'information dans sa spécificité qui décidait qu'à un moment donné, elle allait être instantanément poussée sur peu importe le support, un média rapide, absolument. On était d'une certaine manière un peu agnostique sur le support, si vous me permettez l'expression, c'est-à-dire de se dire, il y a des moments, il faut aller sur le numérique, il y a un autre moment, ça va être sur le papier, etc. Mais est-ce que l'économie de l'attention ne conditionne pas en fait le contenu même de l'information, alors non seulement le contenant, j'allais dire le support, mais aussi le contenu? Alors moi, peut-être avant de répondre à ça, sur le fait que les médias sont des entreprises, je crois que c'est un modèle ou un moment de l'histoire qui est le nôtre, effectivement, majoritairement, quoique pas complètement. Il y a encore des médias publics qui fonctionnent un petit peu différemment, quoique pas tellement, parce qu'ils sont quand même soumis à la pression publicitaire. Mais on pourrait imaginer d'autres modèles. Et en particulier, il y a cette intuition de quelqu'un qui s'appelle Matthew Crawford, qui a fait un livre qui s'appelait Contact, et qui nous invitait à considérer l'attention comme un bien commun. Et donc, alors de nouveau, on pourrait regarder ce que ça veut dire d'un point de vue plus large, en sortant du modèle économique. Là, on est en train de parler de l'économie de l'attention. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi qu'on traite l'attention, et peut-être que je vais faire une remarque à ce propos en disant qu'on parle à moitié de l'attention au singulier. Et souvent, vous êtes plusieurs à avoir dit « de quelle attention parle-t-on » Et peut-être qu'une illusion ou un danger, c'est justement de parler de l'attention au singulier, parce que si on peut parler de l'attention au singulier et de la quantifier et de la vendre et de l'acheter, on peut penser que c'est dans la mesure où on trouve une unité de mesure qui homogénéise la diversité des attentions. Et là, il y a un des premiers chercheurs sur l'économie de l'attention qui s'appelle Georg Frank, qui commençait par se demander qu'est-ce qu'il y a de commun entre l'attention que j'ai envers ma chatte, l'attention que j'ai lorsque je conduis une voiture, l'attention que j'ai envers un film d'horreur. C'est des choses tellement différentes. Il y a un point de vue qui les rassemble, qui les homogénéise. C'est par exemple aujourd'hui PageRank. PageRank, ça nous dit la quantité d'attention qui est investie dans les tomates, dans Monsieur Trump, dans la princesse machin qui va se marier, etc. Et donc, c'est d'un point de vue très particulier qu'on peut homogénéiser l'attention, mais ça fait une violence extrême. Et donc, un des enjeux, il me semble, c'est de dire, oui, il y a quelque chose comme l'économie de l'attention, qui est une façon de vendre, d'acheter, etc. Mais il faut prendre du recul et considérer que cette approche entrepreneuriale est sans doute nécessaire. Si vous avez un journal, il faut bien le vendre, mais qu'elle est en même temps peut-être mutilante. Alors, sur ma question que je posais justement sur le lien entre l'attention et puis le contenu de l'information, est-ce que cette économie de l'attention influe complètement, de façon directe, sur le contenu même de l'information? Alors, il semble que, peu importe le support, d'une certaine manière, comme le disait Éric Fotorino, mais quand même, est-ce que le support ne compte-t-il pas en fait? Oui, le support compte dans la capacité de réaction et donc de rédaction et de la façon dont on diffuse une information. Après, forcément, les logiques d'économie de l'attention peuvent avoir un impact sur la formulation et la diffusion d'une information. Je pense que, en fait, ce qui est compliqué, c'est que c'est souvent assez nuancé. C'est-à-dire qu'il y a pas, on ne peut pas établir une règle en disant. Prenons l'exemple de l'économie numérique ou des nouveaux moyens de communication. Même dans cette économie numérique-là, c'est complexe parce que on peut dire que avant le numérique, l'enjeu était de faire une couve qui donne envie d'acheter le journal, très schématiquement. Aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'on amasse du trafic vers le site, notamment via les réseaux sociaux. Mais il y a un autre paramètre qui rentre en ligne de compte, qui est que l'accès à cette information-là se fait souvent par des applications, on peut parler de Twitter, Facebook, dont l'ergonomie elle-même est une ergonomie qui est pensée pour contrôler l'attention de l'utilisateur, en dehors de toute logique d'information. Donc on se retrouve dans un modèle assez complexe où il y a les intentions des émetteurs et des émettrices d'informations qui tentent de faire connaître l'information qu'ils essayent de diffuser, et puis les intentions de la plateforme qui les diffuse, c'est pas la même, et qui sont d'autres intentions qui viennent parfois en lutte contre ça ou en tension contre ça, et qui mettent les utilisateurs et les utilisatrices dans une troisième position qui est celle de dire ok, je suis sollicité non seulement par l'application mais aussi par l'émetteur ou l'émettrice premier de l'information, comment je fais mon tri, comment je me détache de ça, comment j'arrive à exister au milieu de ça et à me libérer de ça. C'est une question, moi, sur laquelle j'ai pas de réponse toute faite, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un empilement de poids qui sont
pour partie des poids économiques, c'est-à-dire que l'intention de diffuser l'information comme un bien commun, elle est assez écrasée en dessous de tout ça, quoi. Alors, comment opérer ce discernement, Gemma Serrano? Je ne sais pas, mais Ou c'est quelques clair. éléments. Je ne saurais pas. Mais je rebondis parce que c'est vrai que les contenus est prioritaire, peu importe, mais il y a aussi un énorme souci de la mise en scène des contenus. Parce qu'il y a une énorme surabondance et donc maintenant c'est la curation qui va gagner. Et on va se soucier des différentes manières de mettre en forme. Ce n'est pas une web-série, ce n'est pas la même chose. C'est une expérience esthétique d'ouvrir les plis, de les plier, de l'avoir, de lire, ou un grand journal, ou peu importe. Donc il y a toute une expérience esthétique, design, corporel qui appelle à nouveau l'attention. Donc, cette forme et ces contenus, je pense qu'ils sont intimement unis maintenant dans l'expérience journalistique. Et c'est pour ça que je disais, l'attention, elle est relationnelle, mais elle est aussi corporelle. Et il va y avoir toute une manière attentive d'être en relation avec ces outils qui nous invitent, je reviens toujours à mon attention spirituelle, à veiller sur notre disponibilité aux choses. Comment on va être disponible à cette esthétique du toucher qui va nous faire lire ou pas les nouvelles. Et là, c'est vraiment... et là, on va être capté par les couleurs. Voilà. Et pour reprendre justement l'exemple du 1, Éric Fotorino, contrairement à Internet, est-ce qu'on peut dire que vous maîtrisez le contenant et le contenu par rapport aussi à ce que vient de dire Julien Goetz? Alors, on tente de maîtriser, parce qu'on ne maîtrise jamais complètement rien, ou rien complètement. Mais si vous voulez, pour comprendre la démarche, pour moi, il y a eu un moment qui a, j'allais dire, fait un peu vibrer mon cerveau reptilien. C'est-à-dire que j'ai vu au début des années 2000 les journaux gratuits, et je les ai perçus aussitôt comme un danger, comme quand on voit un serpent comme ça par terre et au sol, parce que je voyais que ça allait détruire la chaîne de valeur qu'était l'information, puisque c'était gratuit, ça ne valait rien, ça ne coûtait rien, il n'y avait même pas de prix facial. Donc ça enlevait à l'objet journal le côté non pas sacré, mais enfin en tout cas l'idée qu'il y avait une valeur qui s'exprimait là à travers un prix et à travers de l'information hiérarchisée et dont les seuls ressorts étaient ceux précisément du journalisme et non pas de la publicité, alors que les gratuits étaient purement gratuits. Donc ce que nous avons fait nous avec le 1, c'était effectivement de vouloir redonner de la valeur au contenant pour essayer de redonner de la valeur au contenu. Donc effectivement, l'idée que la forme, c'est le fond qui remonte à la surface, c'est quelque chose de très présent dans notre esprit. Et j'ai aussi souvent cette phrase d'Hannah Arendt qui est un peu un guide pour moi, qui est de dire qu'il faut penser l'événement pour ne pas succomber à l'actualité. Donc effectivement, il y a quelque chose de plus profond qu'on essaie de faire s'exprimer. Alors, on rejoint effectivement cette notion d'attention. Tout à l'heure, vous preniez l'exemple du kiosque. Effectivement, on a toute une profusion, mais quand quelqu'un va au kiosque acheter son journal, il est rare qu'il revienne 10 minutes après pour en racheter un autre. Il est venu, il a fait ça. La grande différence que l'on vit aujourd'hui dans cet univers éclaté des médias, c'est que chaque concurrent est à un clic de souris ou un petit push, un petit coup de doigt sur l'écran. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que même inconsciemment, un certain nombre d'émetteurs ont voulu, dans leur titrail, dans leur manière de mettre en avant tel ou tel type d'information, évidemment, capter l'attention. Parce que cette attention, elle fait du clic, donc elle fait des pages vues, donc elle fait de la publicité, elle fait des barèmes publicitaires, des tarifs publicitaires en fonction du nombre de personnes qui se sont ruées sur l'information. Donc si votre grande hiérarchie d'information, c'est de montrer une vidéo avec un chat dans une baignoire et qui va à un moment donné glisser, évidemment le contenu est très pauvre. Mais il n'empêche que vous avez attiré à vous un certain nombre de lecteurs. Alors que si vous faites une information moins spectaculaire, mais qui pour vous, c'est du fond, évidemment, elle aura peut-être moins d'attrait. Et dernier point sur l'attention, ces gratuits qui m'ont fait peur dans les années 2000 et qui ont été, à l'époque j'étais au Monde, mais je me suis dit on va mourir de ça. On va mourir de ça parce qu'effectivement, on est en train non seulement de casser la valeur, de considérer que l'information ne coûte rien. On va être au courant, ça ne veut pas dire qu'on est informé,
mais surtout, on va payer le gratuit. Le gratuit se paye avec notre temps. Et ça, c'est là on revient au thème de l'attention, c'est que lorsque vous consacrez, il y a un journal même qui s'appelait 20 minutes, parce que ça voulait dire, vous avez 20 minutes, c'est le transport en commun, moyen, etc. Cette attention-là, vous la donnez à quoi? Est-ce que vous avez envie de manger quelque chose qui est sain ou est-ce que vous avez envie de vous empoisonner? Donc c'était ça la question. Je vais donner de l'attention à quelque chose qui va m'empoisonner. On va parler de l'obésité, de l'infobésité, de la mauvaise information, etc. Donc comme en économie où on dit la mauvaise monnaie chasse la bonne, on peut avoir la mauvaise info qui chasse la bonne. Et donc je pense qu'il était important de redonner une structure, y compris physique, c'est pour ça le 1, qui correspondait à un certain regard. Moi, je dis souvent que le 1 est un journal d'inactualité, parce que l'actualité nous détourne en général de l'événement important qui structure nos vies. Alors, je vous propose de passer au second point de ce débat, même si on l'a déjà effleuré dans la première partie, les limites d'une économie de l'attention sur le contenu de l'information. On peut évoquer peut-être la problématique de la concurrence, la course entre médias dans ce marché de l'attention. Ça a quel impact finalement? C'est un impact forcément négatif sur la qualité de l'information, Yves Citon? Alors, je dirais qu'il faut peut-être là faire une différence entre ce qu'on a pu discuter avec Le Monde, avec 20 minutes, avec qui est dans le domaine du papier et qui a amené à survivre. Je crois que ce n'est pas du tout une question qu'il faut soit le numérique, soit l'autre. Mais il y a quand même une particularité dans les médias numériques qui est la capacité à être attentif très finement à l'attention. Parce que quand on vend un journal, il y a des gens qui achètent ou qui n'achètent pas le journal, puis on peut regarder des courbes, et puis on peut regarder en fonction du titre, j'imagine, de la couleur, si ça se vend plus ou moins. Mais la seule information qu'on a en retour, à part quelques courriers de lecteurs, c'est vendu, pas vendu. Lorsqu'on travaille avec du numérique, la nouveauté du numérique par rapport à l'attention, j'aime bien dire que ce n'est pas ce qui se passe entre la tablette et notre système nerveux, parce que là, finalement, on lit quelque chose comme un PDF qui ressemble à du papier, on regarde des films qu'on pourrait voir au cinéma, etc. C'est plutôt ce qui va de la tablette vers des serveurs qui permettent de collecter ce qu'on peut appeler des métadonnées, qui sont justement des données sur l'attention. Et les limites, il me semble, de l'économie de l'attention par rapport à l'information, c'est justement d'enfermer l'attention dans les attentes. À savoir qu'on arrive à documenter l'attention tellement finement qu'on va donner ce qui retenait déjà l'attention du lecteur et qu'on va donc l'enfermer dans soit ses attentes à lui, ce qui lui plaisait dans le passé, qui fait qu'il a regardé ceci plus longtemps que cela, ou alors des autres qui sont semblables à lui, qu'on décrète comme ayant le même profil. Et c'est donc cet enfermement de l'attention dans des attentes qui me semble être une des limites de l'économie de l'attention. Vous voulez dire que parfois on a l'impression de s'informer et en fait on est dans nos cercles habituels d'appartenance. Julien Goethe, là-dessus, sur ce ciblage? Oui, alors ça rejoint les notions de bulles informationnelles qui ont été très documentées ces derniers temps et qui sont nourries par les algorithmes qui font en sorte de nous proposer les contenus qui sont le plus conformes à ce qu'on a déjà consommé en termes d'information. Je ne sais pas si le mot consommation est le bon, mais pour rebondir là-dessus, sur ce que vous disiez, Yves Citon, et sur ce que vous avez dit aussi, Éric Fotorino, il y a cette idée que peut-être on travaille avec de vieilles habitudes, et notamment une vieille habitude qui est d'essayer de connaître nécessairement celles et ceux qui nous lisent, qui nous regardent, de connaître la cible. Là-dessus, je cite souvent un autre journaliste documentariste qui s'appelle David Dufresne et que j'avais entendu dire quand on me parle de cible, je m'écarte. Et en fait, il y a un souci, c'est que effectivement, on a eu cette habitude pendant longtemps de chercher à connaître les personnes à qui on parlait, ce qui est normal pour essayer de leur parler, de se rendre accessible. Sauf qu'aujourd'hui, on a des outils de ciblage, justement, qui n'ont jamais été aussi puissants et encore qui vont pouvoir le devenir bien plus, et qui font qu'on se laisse progressivement manger complètement par ça. C'est-à-dire qu'on construit la salle du Guardian, c'est pas la seule dans le monde. New York Times fonctionne un peu pareil, c'est-à-dire avec ces données qui sont présentes dans la salle de rédaction sur quel article a été le plus vu en temps réel, lequel marche bien, lequel marche pas. Ce qui, forcément, à un moment donné, fausse. Mais tout ça, c'est fait dans quel but? Le but de faire de l'audience. C'est une logique. Mais au final, est-ce que c'est pour satisfaire les marchés publicitaires ou pas seulement? Non, c'est pour. En fait, c'est parce que j'en sais rien, mais peut-être parce que on pense cette question-là, non pas du côté du bien public de l'information, mais du côté de l'information entreprise
Et il faut que l'entreprise survive. Et pour que l'entreprise survive, il faut que les revenus publicitaires rentrent. Pour qu'ils rentrent, il faut qu'on ait de l'audience. Pour qu'on ait de l'audience, il faut qu'on vérifie qu'est-ce qui marche pas, et qu'on produise des choses qui marchent le plus vite, le plus rapidement, pour que le résultat mensuel, trimestriel, annuel soit le bon et permette de rentrer dans une logique. Voilà. Après, mais du coup, on a tendance à penser cette question-là beaucoup du point de vue de l'entreprise et peu du point de vue de l'information comme un bien commun. Et peut-être que ce moment où on se dit, votre réponse avec Photorino est de dire on remet un prix sur cette chose-là pour le sacraliser un peu, et c'est intéressant comme réponse. Peut-être que c'est aussi en ce moment la bonne période pour se demander est-ce que mettre un prix sur quelque chose, c'est par ce biais-là qu'on lui donne de la valeur? Est-ce qu'on n'est pas capable de donner de la valeur à quelque chose autrement qu'en lui mettant un prix? Et est-ce qu'on n'est pas capable de s'interroger collectivement sur comment on est capable de dire qu'une information saine, plurielle, est un bien commun sans avoir besoin de mettre un prix dessus? Est-ce que cela, finalement, c'est pas tout simplement respecter le destinataire du média, de l'information, respecter le lecteur, l'auditeur? Éric Photorino? Oui, bien sûr, mais cet auditeur ou idéal ou ce lecteur, qu'en effet, on connaît sans connaître. Moi, je dis quelquefois, quand on me demande quelle est ma cible, c'est qu'on l'a déjà raté. Et effectivement, l'idée de cible est sûrement un peu perverse. J'ai cité Beuve-Méry tout à l'heure, qui était le fondateur du Monde en 1944, je dis ça pour les plus jeunes. Il disait « Un journal coûte son prix plus l'effort pour le lire ». Et ça, c'est aussi une formule qui m'a toujours interrogé. Parce qu'effectivement, c'est pas facile l'information. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a l'impression que les journaux ou les sites se donnent comme mission de rendre les choses le plus cool possible, le plus facile possible, pour que on puisse rentrer dedans. Mais c'est pas ça. La réalité, c'est qu'on est dans un monde très complexe et que les médias, ceux qui ont justement de la valeur, du respect pour leurs lecteurs, c'est ceux qui relèvent le défi, non pas d'abaisser le niveau, au contraire de le laisser élevé, mais de le rendre toujours accessible. Et ça, c'est un effort de pédagogie, c'est un effort de différents regards aussi, parce que la vérité n'a pas un seul regard, et surtout quand on est dans la vérité journalistique, elle n'existe pas en soi, hein, même si Camus disait que le journaliste est l'historien du présent, c'est vrai que c'est compliqué, et je pense que le respect du lecteur, c'est de lui donner le choix. Et aujourd'hui, je pense que ce qui pêche dans l'univers médiatique, vous parliez tout à l'heure, quand vous avez présenté, vous aviez réfléchi à un moment donné à l'idée de l'indépendance, c'est que je pense qu'on ne peut pas séparer cette question de l'attention, cette question de l'économie de l'attention et la question de l'indépendance. Parce qu'on le verra en particulier en France. La France est un pays quand même à part aujourd'hui dans le paysage médiatique mondial. C'est-à-dire que la presse, la plupart des journaux appartiennent à des milliardaires qui par ailleurs reçoivent des aides publiques, alors qu'un journal comme le mien, qui n'a pas de publicité, et je ne lance pas d'appel pour ça, je ne veux pas de régie publicitaire, je vais vous dire pourquoi. Eh bien, quand une banque me voit, ils trouvent que c'est toujours formidable, mais les banquiers, ils vous prêtent toujours de parapluie quand il fait beau. Mais ils ne m'ont jamais prêté d'argent, parce qu'ils disent, oh là, ça c'est dangereux, la presse comme ça. Donc on voit bien que les médias indépendants qui pourraient naître avec une information indépendante et de qualité, ils n'intéressent pas les banques, ils n'intéressent pas les pouvoirs publics. En revanche, on voit aujourd'hui de grands médias, hein, vous les connaissez tous, hein, que ce soit Bolloré, que ce soit Arnaud, que ce soit... comment s'appelle-t-il, Niel ou Drahi, etc., possèdent des grands journaux. Ils possèdent plusieurs journaux, que ce soit des magazines, des quotidiens, etc. Pourquoi pas de régie publicitaire, de mon point de vue, et que je pense c'est un gage d'indépendance et que c'est dangereux. On a dit tout à l'heure, avec Yves Citon, en quoi, effectivement, les médias avaient eu besoin de cette réclame, de cette publicité pour se développer et pour être viables, surtout dans une période où les diffusions ont commencé à baisser et où le numérique est arrivé sans modèle économique. Ça, on ne l'a pas dit. Le numérique, quand il est gratuit, évidemment, il ne vous rapporte rien. Il n'y a que Mediapart qui est un peu le cas exceptionnel. On pourra dire pourquoi. Je ne veux pas de publicité parce que j'ai vécu ça pendant des années au monde. Lorsque la régie publicitaire, le matin, me disait, voilà, aujourd'hui, tu as 2 pages de pub en plus, mais il faut un grand papier sur la bagnole. Donc, ça voulait dire, tu vas sacrifier une page économie, tu vas sacrifier une page politique ou étranger,
tu auras de la publicité, mais il faut, en regard de cette publicité, avoir un grand reportage sur l'essai de telle voiture, etc. Après, c'est devenu sur ce qu'on appelle en très mauvais français les Fashion Week. C'est-à-dire que tout d'un coup, la mode est devenue tellement importante qu'on l'a vu à la une du Monde, qu'on l'a vu dans les pages intérieures, etc. et qui a chassé des reportages ou qui a fait attendre des reportages à l'étranger ou des analyses, etc. Donc on voit bien qu'à un moment donné, lorsque vous n'arrivez pas à finir vos fins de mois en vendant de l'information, eh bien, vous allez être obligé, tôt ou tard, si vous avez des coûts fixes, une imprimerie, une rédaction, etc., à laisser rentrer cette publicité et lui a donné trop de place. Je me souviens d'un annonceur publicitaire qui m'a proposé 1 million d'euros. 1 million d'euros pour acheter ce qu'on appelait les oreilles de la une, c'est-à-dire de part et d'autre du logo, pour avoir tous les jours, pendant donc 230 éditions, de la publicité. Alors pour bénéficier de cette information indépendante, il faut contrer, semble-t-il, le pouvoir d'une certaine publicité, mais aussi le pouvoir des algorithmes. Gemma Serrano, vous avez travaillé sur le sujet dans un séminaire, je le disais en introduction. Ça, c'est une réalité, ce pouvoir des algorithmes? Oui, c'est clair que... ça suppose une vraie conversion de la part des producteurs de l'information, mais aussi des destinataires? Ça suppose beaucoup de choses. La première, on dit, vous avez affirmé qu'il y a les ciblages très fins grâce aux algorithmes, grâce aux données, grâce à ce qu'on appelle cette information personnalisée que chacun d'entre nous, mais qu'il n'y a personne dans l'information personnalisée. Hein, c'est des traitements. Quand on va vous dire, c'est personnalité, c'est uniquement pour toi, c'est vraiment ciblé, c'est toi là qui es vu, sachez qu'il n'y a personne. Hein. Ce n'est pas même pas des statistiques en disant des typologies des personnes, c'est vraiment les traitements des données. Donc là où il n'y a personne, ça c'est une première chose de ces ciblages. Donc peut-être c'est pas ce que vous vouliez dire en disant que peut-être il ne faut pas penser directement la cible pour pouvoir créer, mais c'est clair que dans ces ciblages algorithmiques, il n'y a non plus personne. Où est-ce qu'ils sont passés autrui dans ces soucis attentionnels? C'est une question à se poser. Je pense aussi que dans l'ordre de cette recommandation et de cette bulle d'information qui s'émet, il y a ça, mais d'autres aussi ont affirmé que on peut tout simplement en sortir, qu'il y a une certaine sérendipité qui se met en place, qu'on ne va pas rester enfermé tout le temps là et que différentes choses vont se passer dans l'information. Je ne sais pas, je viens de perdre mon idée. Alors, est-ce qu'on peut se passer des algorithmes? Est-ce qu'on peut se passer des algorithmes? Peut-être avant la question que je posais à Gemma Serrano, vous pouvez peut-être apporter aussi un complément sur ce pouvoir supposé ou réel des algorithmes et de leur influence sur le contenu même de l'information. Ah, oui. Oui, non, mais enfin, est-ce qu'on peut se passer des algorithmes? En l'occurrence, si on veut se passer de l'algorithme de Facebook, il ne faut pas utiliser Facebook. Enfin, voilà. Mais dans votre travail au quotidien, par exemple... Oui, on peut s'en passer. Enfin, nous, en l'occurrence, par exemple, sur le collectif DataGueule, on n'a jamais travaillé en fonction ni d'une cible, ni d'un algorithme, en se disant, tiens, on va prendre ce sujet-là parce qu'on sait que ça marchera, on va utiliser ce titre-là parce qu'on sait qu'il sera vendeur. Notre seul questionnement permanent à chaque fois qu'on fait quelque chose, c'est de dire... Est-ce que c'est une question qui nous semble essentielle? Est-ce que c'est une question qui nous traverse un peu en premier lieu? Et on a la chance d'être un collectif, donc de se poser cette question-là collectivement et de ne pas être d'accord ensemble. En tout cas, ça ne vous empêche pas d'être vu, regardé? Non, mais par contre, on a une progression, en l'occurrence DataGueule, une progression très lente. Ça fait 4 ans qu'on existe. Aujourd'hui, on a une communauté conséquente, on a 400 000 personnes qui nous suivent sur YouTube, mais ça s'est fait sur ces 4 ans très progressivement. C'est-à-dire que c'est une confiance qui s'installe, en fait. C'est-à-dire, nous, on était juste là à faire notre petit travail, et puis au fil du temps, voilà, il y a eu un bouche à oreille, il y a eu quelque chose qui s'est... sans que nous, on aille le chercher. Donc là encore, ce qui prime, c'est la qualité du contenu. Ouais, la qualité, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est sans doute le soin apporté à essayer de faire raconter cette histoire-là, ces histoires-là. Moi, j'aimerais bien proposer une distinction entre deux mots qui sont à la fois très proches et qui me semble utile de distinguer. On parle beaucoup d'information
Et information est un mot merveilleux parce que ça touche plein de choses qui sont toutes très importantes et qui sont très diverses, mais qu'il est important de garder ensemble. Moi, le seul équivalent, c'est le mot esprit au XVIIIe siècle. Le mot esprit, on le trouve en chimie, on le trouve en en médecine, on le trouve en théologie, on le trouve partout. Et on se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire. S'il y a quelque chose d'unique. Et information, il me semble, aujourd'hui, c'est la même chose. Et il me semble que lorsqu'on parle des sujets d'aujourd'hui, ça serait utile de faire la distinction entre l'information qui peut circuler dans des machines, avec des algorithmes qui se traitent, etc. C'est du réductible à 0,1 et une machine peut communiquer avec une autre machine. Et ce que nous faisons, nous les humains, qu'est-ce que fait l'attention humaine face à des circuits électriques qui projettent du texte? Elle donne de la signification. Et les journalistes, ils produisent du texte qui peut se réduire à de l'information quand on le fait circuler dans des circuits électriques, mais ils produisent aussi de la signification. Et les lecteurs, ce sont les lecteurs qui produisent de la signification face à quelque chose qui est juste, de nouveau, des circuits électriques qui mettent du noir sur du blanc. Et de faire toujours la distinction entre ce qui est de l'information qui peut passer par les circuits électriques et ce qui est de la signification, qui implique justement un travail d'interprétation d'une attention humaine. Alors là, on commence à... par exemple, pouvoir parler différemment de quelque chose comme les fake news, qui peuvent en français s'appeler des fausses nouvelles, parce que bien au-delà de savoir ce qui est vrai ou ce qui n'est pas vrai en termes simplement d'information, si je vous dis qu'aujourd'hui il pleut, ben ce n'est pas vrai parce qu'il ne pleut pas, il y a toute la construction de signification à partir de données qui est beaucoup plus importante, il me semble, pour juger du travail d'un journaliste, pour juger de la différence peut-être entre 20 minutes et Le Monde. Et c'est dans cette construction de signification qu'on va pouvoir voir toute une série de choses que, à mon avis, on écrase ou qu'on dilue lorsqu'on parle simplement d'information. Alors ça nous fait passer à la troisième partie de notre débat sur nos responsabilités comme, j'allais dire, destinataires, mais aussi comme producteurs. Et on l'a bien entendu avec les propos d'Yves Citon, finalement. Chacun des citoyens que nous sommes est invité à participer au contenu même de l'information. Donc là, on a une responsabilité comme citoyen, destinataire d'un média. Oui, je crois que c'est quand même la plus grande révolution qu'on a connue, c'est que l'information, longtemps, a été un peu comme on est ce soir, c'est-à-dire ceux qui savent, qui s'adressent à ceux qui ne savent pas, sont censés ne pas savoir. Et ce que les journalistes, d'ailleurs, ont eu beaucoup de mal à accepter, c'est que l'information est devenue une grande conversation. C'est-à-dire que tout le monde contribue à l'information, tout un chacun. Et effectivement, on est passé, c'est très à la mode aujourd'hui, d'une sorte de verticalité à une horizontalité, même si la mode est revenue à la verticalité, comme vous avez pu le voir. Mais je pense que tout ça, il faut revenir un petit peu en arrière dans notre discussion sur ce que j'appelle l'ombre numérique, c'est-à-dire que chacun d'entre nous a son portrait robot, encore peut-être plus affûté que ce qu'il est vraiment, avec toutes ces datas. Et donc, toutes ces machines nous connaissent mieux que nous, d'une certaine manière, et c'est ça qui est un peu inquiétant. Et quand Julien Goetz disait tout à l'heure, à juste titre, ces bulles d'information, ces bulles numériques, c'est exactement comme si demain vous entriez dans un kiosque dans l'As, le boulevard Saint-Germain, et que vous n'aviez qu'un journal qui est celui que vous aimez. Donc, finalement, ce qui est assez troublant, c'est que cette avancée technologique nous a promis une ouverture totale à 360 degrés, de la curiosité, de l'information, etc. Mais que finalement, on se retrouve chacun dans une bulle. Et une bulle qui est quelquefois étanche. Et par définition, par construction, elle est étanche. Et cet algorithme, c'est un peu comme la formule de Coca-Cola, personne ne le connaît. Je sais que c'est une formule d'Éric Scherer, qui est un habitué des lieux, qui dit... Google change met 2 ou 3 coups de tournevis par jour dans son algorithme. Donc j'aime bien l'image, mais ça me fait très peur. Donc si vous voulez, je pense que là, l'enjeu pour les citoyens, pour essayer de répondre à votre question, il commence à l'école, il commence avec les enseignants, il commence avec les parents, pour faire ce petit exercice qu'on a fait, qui était très amusant tout à l'heure, mais qui est quand même un peu effrayant. Moi, je pense que aujourd'hui, c'est un enjeu pour nous tous, c'est-à-dire les journalistes, les non-journalistes et les citoyens. Pourquoi ? Parce que on parle beaucoup de mai 68 en ce moment. Certains d'entre vous, bien sûr, ont dû lire La Société du spectacle de Guy Debord, qui dit à un moment donné, il arrivera un temps où le vrai ne sera plus qu'un moment du faux. Autrement dit, que le faux sera tellement ressemblant au vrai qu'on pourra les confondre. Eh bien, je crois qu'on est arrivé là, en 2018, à ça. Pourquoi ? Parce que précisément, on a parlé des fake news. Alors, je ne pense pas qu'on parle des fake news
comment dire, ça veut dire quelque chose de dire fake news et pas fausse nouvelle ou mauvaise nouvelle. D'abord parce que, effectivement, comme toujours, le meilleur comme le pire, mais souvent le pire arrive des États-Unis. Donc, c'est la production industrielle de désinformation. Quand vous avez des faux congressmen dont des comptes sont ouverts sur Facebook avec des milliers d'abonnés et qui diffusent à longueur de temps des informations fausses sur Hillary Clinton pendant des semaines, là, vous avez une production industrielle de désinformation. C'est pas la feuille de chou. C'est pas les libelles du Palais Royal où on envoyait des ambassadeurs ou ça, étrangers pour voir un peu ce qui se racontait dans les coins des jardins. Non, là, on a vraiment une production industrielle. Donc, je pense que face à ça, il y a vraiment un enjeu pour tous, c'est de savoir comment on peut distinguer ces fake news des vraies informations. Et je termine avec ce point, c'est que la seule manière de lutter demain, ce sera l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que si vous maîtrisez, donc ça veut dire des investissements, l'intelligence artificielle, ça vous permettra de voir qu'une vidéo est fausse, que des images sont fausses, que la vidéo qui circule en ce moment d'Obama, où il dit des choses qu'il n'a jamais dites, mais on a repris des mots de sa voix, c'est faux. Eh bien, ça, c'est quelque chose, il faut être équipé, il faut avoir donc de l'argent pour investir dans ces outils. La photo que vous avez montrée tout à l'heure de Tolbiac, j'en ai vu une où on avait finalement, ça se passait à Barcelone, puisqu'on voyait que c'était pas des policiers français. Alors, il nous reste que quelques minutes dans la première partie de ces mardis des Bernardins. Est-ce que vous voulez réagir, Gemma Serrano, à ce propos qui a été cité par Éric Fotorino, ce propos de Guy Debord? Le vrai ne sera plus qu'un moment du faux. En tant que théologienne, j'imagine que ça vous fait réagir. Oui, non, pas du tout. Ça vous fait pas réagir? Alors peut-être Pas sur la réagir, formation. Oui, non, je suis d'accord. Mais dans le sens que le vrai se manifeste toujours d'une manière plurielle, et dans ce pluriel, il y a toujours un faux qui en fait partie. Donc c'est dans ce sens-là qu'il ne me fait pas réagir. Je pense que pour avoir, c'est vrai, au pouvoir les noter, c'est clair que pour les fausses nouvelles, il faudra des intelligences artificielles parce que notre sens-réalité, notre capacité à distinguer, ça ne sera pas suffisant. Par contre, et je reviens toujours, comme vous voyez, à mon attention spirituelle, il y a quelque chose qui peut être de l'ordre de la responsabilité. C'est celle que j'ai déjà dit, c'est celle de la disponibilité aux choses, des soucis pratiques. Et donc, il peut y avoir aussi une information qui se fasse de manière locale, où on va pouvoir, pas uniquement ces bulles dans lesquelles on est enfermé, mais de mettre un réseau avec des formes locales où on va pouvoir construire ensemble une nouvelle, avec deux personnes, journalistes qui vont le faire, mais vraiment mettre un écosystème très local pour développer des formes de biens communs et d'informations où les vrais va pouvoir se vérifier véritablement, c'est-à-dire c'est comme les journalistes qui allaient au café avant pour pouvoir passer dans le quartier. Si ça, je ne dis pas de revenir à ces manières, mais de pouvoir travailler comme ça pour la vérité. Et puis une autre chose, dans cette attention, j'y reviens, j'ai cherché dans la Sainte Écriture qu'est-ce que ça voulait dire, l'attention, et ça m'a étonnée et ça m'a plu parce que c'était poser son cœur sur. Et veiller sur son cœur. Donc, sur quoi on va poser notre cœur? Quand on pose des questions, qu'est-ce que c'est vraiment important et essentiel et qu'il faut le dire et qu'il faut faire un reportage, et peu importe les difficultés. Parce qu'on veut que les personnes posent leur cœur sur. Et je pense que ça, c'est une question vraiment... Et ça suppose une formation, une éducation? Ça pose sans aucun doute une éducation... Quand on dit une éducation aux médias, on dit tout, on dit rien. Il pose une éducation à l'attention, à pouvoir veiller aux autres choses, à soi-même corporellement, intellectuellement,
c'est une sorte de modulation. L'attention n'est pas un moment où je suis attentif et après non, c'est vraiment une modulation selon les contextes. Moi, je suis attentif à ce qu'on dit. À un moment-là, je l'ai perdu parce que j'ai regardé quelqu'un et du coup, je me suis perdue. Donc, vous voyez, l'attention, ça se module, elle est différente, ça s'adapte, ça se contexte, mais c'est une manière d'être attentive. Et ça, c'est dû qu'on apprend. Alors justement, cette sur l'éducation, modulation et ces si manières d'être. vous le voulez bien, je vais laisser réagir Julien Goetz et Yves Citon là-dessus. Il ne nous reste que quelques minutes avant vos propos conclusifs. Yves Citon, vous avez parlé dans un livre d'écologie de l'attention. Est-ce que cette écologie de l'attention, elle s'inscrit dans ce processus d'éducation et de formation ? Je crois tout à fait, et qu'elle s'inscrit dans la continuité de ce que vous disiez, à savoir vous parliez de ce qui est essentiel et de ce qui est important. Il me semble qu'il y a un grand risque, et moi je suis assez agacé par tout ce discours sur les fake news, parce qu'on fait comme si le problème principal du journalisme, c'était de dire des choses qui sont vraies ou de dire des choses qui sont fausses. Et effectivement, si on me dit des choses qui sont fausses, ça fait un problème. Mais il me semble que l'écologie, c'est regarder en fonction des milieux, ouvrir un petit peu le compas. Et avant de savoir si c'est vrai ou si c'est faux, il est important de se demander si c'est pertinent, si c'est essentiel, si c'est important. Il faut poser son cœur. Voilà, poser son cœur, voir dans quelle mesure c'est important. Voilà, être peut-être aussi une question d'être attentionné et pas seulement attentif. Voilà. Ça, c'est aussi des choses La qui étaient implicites de ce que vous disiez. Ouais. Et donc, il me semble que si une éducation est importante, c'est non seulement pour discriminer ce qui a l'air vrai de ce qui a l'air faux, mais on a vu que c'est pas facile tout à l'heure avec le petit test que vous avez fait, mais plutôt de se demander est-ce que ça compte pour moi ? Est-ce que ça compte pour moi qu'un Chinois soit sorti d'un avion ? Est-ce que ça compte pour moi qu'une princesse se marie ? Est-ce que ça compte pour moi qu'un type, l'autre jour, soit sorti avec un couteau et attaqué quelqu'un ? C'est tragique et c'est horrible qu'un type ait attaqué quelqu'un. Le fait que toute la France tremble en voyant un type qui attaque quelqu'un et pense tout de suite terrorisme, et pense tout de suite islam, et pense tout de suite toute une série de choses, il me semble que c'est beaucoup plus grave, que c'est beaucoup plus néfaste que simplement le fait que ça soit vrai ou faux. Et que c'est ce cadrage-là, plus général, de justement ce à quoi nous faisons attention, avant de savoir si ce à quoi on fait attention, ça nous dit des choses qui sont vraies ou qui ne sont pas vraies, qui est beaucoup plus important, et qui est l'objet d'une éducation. C'est un cadrage qui va au-delà du pur économique, qui s'inscrit dans le politique. Dans le politique, dans l'éthique, dans notre rapport les uns aux autres et à nos environnements. Julien Goetz, sur cette question de l'éducation, parce que je crois que vous l'avez travaillé, il me semble, dans un documentaire notamment, ça vous fait réagir comment ? C'est une question très très complexe, évidemment. Après, peut-être, parce qu'on a évoqué plein de choses, pour rebondir sur la notion de désinformation, j'emploie volontairement le mot désinformation parce que rien que le terme de fake news est compliqué puisque il est utilisé autant par des gens comme Eric Fotorino que par des gens comme Donald Trump. Donc à un moment donné, c'est compliqué d'utiliser le même terme alors que je pense que vous ne parlez pas de la même chose. Donc je préfère utiliser le terme désinformation qui mentionne quelque chose de spécifique. Et ce qui est intéressant dans ce mouvement, dans cette apparition, ce questionnement profond sur la désinformation et son expansion, en tout cas la possibilité d'expansion par les techniques qu'elle utilise, c'est qu'elle nous renvoie à un questionnement qui nous individualise par rapport à l'information. C'est-à-dire qu'elle nous oblige à nous dire que notre rapport à l'information n'est pas un rapport pragmatique. C'est un rapport avant tout émotionnel. Qu'est-ce que cette information dit de moi ? Pourquoi je vais la partager ? Pourquoi je vais partager une information que je sais fausse, mais qui m'émeut ? Parce qu'elle me conforte dans mes convictions, elle me conforte dans ma colère, elle me conforte... Et à quel moment j'arrive, moi, à faire le distinguo de ça et à me dire, OK, j'ai donc un rapport émotionnel à l'information, je vais lire, laisser passer l'émotion et m'interroger ensuite, plus pragmatiquement peut-être, sur qu'est-ce que je pense de cette information. Ça rejoint ce que vous disiez sur ne pas être prisonnier de l'actualité, mais plutôt interroger l'événement. Et pour cela, pour interroger l'événement, il faut être aussi en rapport avec d'autres, il faut être dans la relation à l'autre. Oui, et alors pour le coup, pour rebondir sur ce que disait Eric Fotorino, par rapport aux fake news, moi, j'ai beaucoup de mal à penser que la réponse viendra de l'intelligence artificielle. Premièrement, parce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle qui existe, elle est ni vraiment intelligente, ni complètement artificielle, puisqu'elle s'appuie beaucoup sur du travail humain, et qu'on est loin d'en sortir, vraiment très loin. Et qu'en plus de ça, je pense que la phrase qui a été citée de Guy Debord montre que peut-être on va rentrer dans une ère où on n'arrive plus à croire ce qu'on voit ou ce qu'on entend, et que peut-être un des seuls moyens de vérifier, c'est de sortir, de rencontrer quelqu'un
et de dire un équivalent de pince-moi, je rêve en fait. Humainement, en fait, dans le concret, dans le réel, qu'est-ce qu'on s'en dit de ce truc qu'on a vu? Puisqu'on n'arrive plus à dissocier le visuel, on n'arrive plus à dire s'il est vrai ou faux. Alors à ce moment-là, sortons de cette ère-là pour arriver à se questionner collectivement, peut-être, alors c'est un peu une lubie du moment pour moi, mais réinvestir les espaces publics, re-questionner la notion de dialogue démocratique là-dedans. Et peut-être ça renvoie vers aussi, quand on se met du côté des producteurs d'information, vers un journalisme qui est plus un journalisme de questions qu'un journalisme de réponse, où on a été beaucoup là-dedans pendant longtemps. Alors, le temps imparti est écoulé. Bien sûr, on va prolonger dans quelques instants le débat, mais comme c'est la tradition mardi des Bernardins, les mots de la fin. Donc, je vous laisse quelques secondes à chacun d'entre vous. Est-ce que, pour peut-être reformuler la question, est-ce qu'on est encore libre de mobiliser notre attention au service de la liberté d'informer et d'être informé ? Une petite note d'espoir ou de désespérance? Moi, j'ai une réponse. Quand vous réfléchissez, puis moi, je donne ma réponse de 2 secondes. Il me semble qu'on n'est jamais libre par rapport à son attention du moment. Alors maintenant, je ne suis pas libre de décider à quoi je vais penser, etc. Je suis conditionné par les circonstances, par ce que j'ai lu, par ce que j'ai bu ou pas bu tout à l'heure, etc. En revanche, si j'ai quelque chose comme une liberté, c'est de penser ce qui me conditionnera demain. Et là, j'ai certaines marges de manœuvre, justement, d'acheter plutôt ce journal que celui-ci, d'écouter plutôt cette chaîne de télévision plutôt que celle-là, ou de mettre ma télévision par la fenêtre, etc. Donc, notre liberté, il me semble qu'elle n'est jamais dans l'attention du moment, mais dans la façon dont on peut agir sur les environnements, les milieux qui conditionneront notre attention demain, après-demain. Et quand je dis « nous », c'est vraiment au pluriel. C'est pas seulement moi, ma télévision, mais c'est nous, quelle loi on fait sur les médias, c'est nous, comment on parle ensemble, comment on met en place de l'attention conjointe qui fait que justement lorsqu'on se parle avec des visages qui se regardent, c'est très différent que lorsqu'on s'envoie des insultes par mail. Éric Fotorino. C'est un débat philosophique, cette liberté. C'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, un lecteur, un citoyen français, au regard d'un citoyen russe ou même d'un citoyen américain, je crois qu'il y a des degrés, évidemment, dans la capacité de choix. Mais je pense que ce qui est important toujours, c'est de savoir si on est en mesure d'exercer quelque chose de simple et compliqué à la fois, qui est son esprit critique. Est-ce qu'on peut effectivement interroger ce qu'on reçoit ? Et on en reçoit tellement qu'on ne peut pas tout interroger. Donc moi, je suis assez sensible à ce qu'a dit Julien Goetz tout à l'heure, c'est que, et je vais vous répondre par la réflexion d'un auteur que j'aime beaucoup, qui est Kundera, et sur l'art du roman. On lui demandait si le roman avait réponse à tout. Et lui, il disait, c'est bien une sorte de vanité humaine de croire qu'on peut avoir réponse à tout, mais le roman a question à tout. Et je pense que c'est notre rôle. Notre rôle est toujours un rôle de questionnement. C'est-à-dire qu'effectivement, on va essayer de hiérarchiser, de dire en effet ce qui est pertinent et ce qui ne vaut pas vraiment, même pas une brève. Mais une fois qu'on a dit ça, je pense que lorsqu'on est face à un média bien fait, on va ressortir avec plus de questions qu'on en avait en entrant. Et je crois que c'est ça qui va nous permettre, justement, c'est un chemin, c'est un cheminement, quelque chose qui se construit et qui se déconstruit. Et donc, je crois qu'on a chacun cette capacité, mais encore faut-il avoir envie ou l'énergie de l'exercer. Gemma Serrano. Moi, je dirais, avec une citation des Proverbes, du livre des Proverbes, il dit « Conserve ton cœur en veille, car c'est de lui qui procède la vie. » Donc, conserver le cœur veilleur, le cœur en attention, savoir où on va être, poser son cœur, c'est ça, est important, est essentiel. Veiller sur son cœur, comme a dit Julien, c'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que je décide ça? C'est de la colère, c'est de l'émotion, c'est de la curiosité, c'est de l'intelligence. Comment je veille sur mon cœur? Comment je pose cette attention? Que c'est à toute heure, c'est pas à un moment donné, c'est une manière d'être vraiment cette attention. Puis veiller, conserver le cœur en veille, c'est-à-dire dans le souci avec les autres. Comment je vais partager cette information, recevoir ou pas? Comment localement je vais vérifier que cela se passe? Et puis aussi, comment je vais être disponible à cette relation que je vais avoir avec les différentes manières d'informer que j'ai, quelle disponibilité. Donc je pense que vraiment conserver le cœur en veille, c'est de lui qui procède de la vie et de la vie procèdent les actions libres.
Julien Goetz, le mot de la fin. Je crois que je partirais d'une réflexion d'Antoinette Rouvroy, qui est une chercheuse belge, qui a beaucoup travaillé sur les questions algorithmiques et de gouvernance algorithmique notamment, pour revenir dans cet univers un peu du numérique, où elle évoque en fait que le monde numérique aujourd'hui travaille sur une logique d'optimisation du monde. Or, l'optimisation du monde, c'est faire en sorte que tout aille plus vite en restant à l'identique. C'est ça, optimiser. C'est faire en sorte que ça soit plus rapide, mais surtout, il ne faut pas que ça bouge. Et c'est le grand risque de cette ère-là numérique, si on la prend sur cette logique d'optimisation du monde. Et sans doute qu'appliquer à l'information, enfin peut-être, j'en sais rien, la logique de questionnement, elle va avec une logique de faire en sorte qu'à chaque fois qu'on émet quelque chose, on essaye de bousculer pour créer du mouvement, en fait. Donc ça veut dire pas fermer un sens, pas donner quelque chose qui va aller vers le statu quo et l'optimisation du monde avec une réponse bien claire, bien compréhensible, etc. Mais assumer la complexité du monde dans lequel on vit par plein de questionnements, en laissant à chacun la liberté de choisir ses réponses. Et créer des mouvements, mais ça peut être, nous, c'est ce qu'on essaye de faire humblement sur DataGueule en partageant des questionnements à chaque épisode, mais c'est ce que fait aussi le 1, c'est-à-dire c'est créer un mouvement, rien que la forme du journal crée un mouvement, elle crée du contact avec les gens qui sont autour, quand on ouvre ce journal sur une place publique, dans un resto, dans un train, non mais c'est con, et crée une communauté ça joue en fait, créer une communauté, obligé à voilà, créer des objets qui mettent en mouvement l'humain, concrètement, qui forcent à sortir, à se parler, à échanger, à retrouver cette connexion-là en dehors pour vérifier. Merci à tous pour ce débat, pour cet échange.